Bienvenue dans Passage des Arts. Mon invitée aujourd'hui, c'est une actrice de 32 ans qui a déjà près de 40 films à son actif. Et l'an dernier seulement, c'est-à-dire il y a quelques mois, le très remarqué Alice et le maire. Elle est l'un des visages du cinéma français que les réalisateurs se disputent. C'est Anaïs de Moustier. Bonjour Anaïs de Moustier. Merci de venir dans Passage des Arts. Vous jouez sous la direction de votre frère, Stéphane de Moustier, dans le film La fille au bracelet, avec Roche Dizem et Chiara Mastroianni notamment. Le film nous plonge dans l'univers d'un procès. On va suivre ce procès de bout en bout et vous en êtes le procureur. C'est pas un rôle facile. Avant d'en parler, nous nous sommes demandé comment serait le monde si Anaïs de Moustier, malgré son jeune âge, bien sûr, n'existait pas. Aujourd'hui, je fais mon discours. Profitez-en, suivez-moi. Si Anaïs de Moustier n'existait pas, le monde serait... Mouvementé. Anaïs de Moustier, c'est l'actrice à suivre. Oh non, on est content d'être là. Anaïs de Moustier est née en 1987 à Lille dans une famille de 4 enfants. J'ai jamais travaillé à Lille. Petite Anaïs de Moustier regarde Fantomas et Sissi. Très volontaire et très courageuse. Anaïs de Moustier commence enfant les cours de théâtre et se retrouve dès son deuxième rôle à donner la réplique à Isabelle Huppert. Elle est vachement impliquée dans ce qu'elle fait, elle est vachement concentrée. Dans Le temps du loup de Michael Haneke pendant un tournage de 2 mois en Autriche. On sent qu'il peut se passer plein de choses et c'est ce côté assez austère et tout ça. Anaïs de Moustier s'épanouit devant la caméra de Robert Guédiguian, Pascal Ferrand, Rebecca Zlotowski ou Christophe Honoré. Un vrai moment de vérité et d'avouer ce qui, a priori, est un peu indicible. Elle a été Marguerite Duras au théâtre et Madame de Fleurville dans Les Malheurs de Sophie. Et elle essaie de désamorcer pour que ce soit plus léger, qu'il y ait moins de drame, en fait. A joué sur scène des textes de Victor Hugo, François Bégodeau ou Lars Noren. C'est intéressant quand même. Anaïs de Moustier a regardé la Coupe du Monde de football féminin. C'est vrai que la compétition dans le milieu artistique est souvent un peu absurde. Et salue la prise de parole d'Adèle Haenel. C'est un sujet qui est très peu traité, qui est très peu abordé. A écrit les discours de Fabrice Lucchini dans Alice et le maire il y a quelques mois. Non, j'appréhendais pas du tout ce face-à-face. En fait, j'étais très excitée à l'idée de tourner avec lui. En fait, si Anaïs de Moustier n'existait pas, le monde serait moins... Singulier. Voilà, alors déjà beaucoup de films à votre actif et non des moindres, de très grands réalisateurs. Vous grandissez donc dans le Nord avec deux sœurs, un frère, ce réalisateur dont on va parler. Vous avez envie très tôt, en fait, on le sent, de jouer la comédie. Ça vient en vous quand vous êtes petite, finalement. Oui, c'est drôle, Stéphane. Ah bah voilà, c'est votre frère. Oui, en fait... Oui, c'est venu à l'école, en fait. Oui. J'ai été amenée à jouer une pièce à l'école et je me souviens qu'on était montés sur les tables pour jouer cette pièce. Et c'est vraiment cette idée de monter sur la table qui m'a beaucoup plu. Mais ça veut dire que je me suis dit, en fait, c'est génial, quand on joue, on peut s'autoriser des choses interdites. Enfin, c'était vraiment un truc basique comme ça de transgression. Oui. Et donc, j'avais demandé à mes parents de prendre des cours de théâtre. Et ça veut dire que vous aviez, un esprit intrépide ou au contraire une timidité à vaincre? Non, je pense que j'avais... un côté bon élève, oui, mais un esprit intrépide. Donc ces deux choses-là, avaient du mal à cohabiter et j'avais un besoin de m'exprimer surtout très fort. Je me rappelle que mes cours de théâtre, c'était vraiment des moments c'était un espace où je me défoulais, quoi. Et vos parents étaient d'accord? Enfin, je veux dire, ils vous ont encouragé à faire ça, oui, de toute façon. Complètement. Non, mais c'était très joyeux. Enfin, je me sens qu'à l'époque, c'était beaucoup de choses comiques en plus. Ce qui est bizarre, parce que mon premier film, c'était vraiment très sombre, le film d'Haneke. C'est plutôt sombre, oui. Mais au théâtre, j'étais plutôt un bout en train, je faisais beaucoup rire. Je faisais des pièces où je faisais l'accent du Nord et tout. Enfin, j'étais beaucoup plus légère que mes débuts, en tout cas au cinéma, qui étaient dans les films plutôt durs et austères. Parce qu'on vous voit comme quelqu'un de réservé, d'intellectuel ou de... Effectivement. C'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de personnages comme ça, de jeunes filles un peu timides, réservées. Ouais. Et c'est cette jeune fille-là qui a donc été repérée par tous ces réalisateurs dont on a parlé, Rebecca Zlotowski, Bertrand Tavernier, Robert Guédiguian, bien d'autres. Vous dites, le cinéma a été pour moi un apprentissage de la vie. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai débarqué sur ce plateau de Michael Haneke, donc c'était 2 mois et demi de tournage en Autriche, et c'était à la fois la découverte de ce que c'est que jouer la comédie, aux côtés d'Isabelle Huppert, donc je l'ai beaucoup observée. Elle a été vraiment la première actrice que j'ai vue jouer de près, donc c'était une sorte de source incroyable, quoi, de découverte de ce que c'est que jouer. Mais il y avait aussi tout ce qui était à côté de ce métier et qui, pour moi, était assez fascinant, de ce qui permet de rencontres, en fait. Et je me souviens d'avoir été ravie d'être au contact de l'ingénieur du son, qui était un homme plus âgé. Ouais, en fait, les plateaux de cinéma, c'est vraiment
Une vie de groupe, une vie de famille. groupe. Et il y a des gens qui arrivent d'horizons très différents, d'âges très différents. Et je me rappelle, en retournant au collège après, j'étais en fait très c'est fade déçue. par Quoi. rapport Ouais, à je me tout disais, ça. en fait, on est tous du même âge, du même endroit, c'est d'une tristesse. Donc oui, j'ai eu l'impression que les plateaux m'ont appris à apprendre la vie, parce qu'en fait, c'est en rencontrant les gens, La la différence, diversité en de la fait. vie. Ouais. Alors justement, Isabelle Huppert, donc, que vous avez côtoyée pendant assez longtemps, pendant ce tournage du Temps des Loups, elle parle notamment des actrices. On va l'écouter dans une archive de 1980. Je crois que c'est un peu la même chose pour nous tous, c'est vrai. Si on travaille beaucoup comme ça, c'est qu'on essaye un peu d'échapper à la vie réelle, c'est vrai. C'est aussi un peu une façon de vivre dans l'imaginaire, de ne pas trop se coller à la réalité. C'est une fuite un petit peu. Et profiter des espèces de barricades que le film installe autour de vous. Bien sûr, c'est peut-être encore plus vrai d'ailleurs pour les acteurs que pour les metteurs en scène. C'est vrai que pour les acteurs, on arrive à vivre comme ça des périodes entières complètement isolées dans l'espace et dans le temps. C'est d'ailleurs quelquefois un petit peu dangereux. Enfin, on est un petit peu déconnecté. Oui, c'est ça. C'est avoir plusieurs vies, finalement, d'être actrice. Oui. C'est quand même une Non, mais chance. c'est vrai que ça, c'est une chose que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Avant, j'étais un peu dans le déni. Je me dis, non, mais ça va, on fait un métier un peu normal. En fait, non, ça n'est pas vrai. Et effectivement, il y a une dimension de fuite. Et c'est vrai qu'on échappe, on échappe au quotidien, on échappe à la vie réelle, on échappe à la routine. Enfin, c'est vraiment un métier qui est à part. Et parfois, est-ce qu'on a du mal à sortir d'un personnage, enfin, parce qu'il vous happe, ou il vous hante, ou il vous... Je pense qu'il y a des résidus qui nous échappent, toujours un peu. Et puis surtout, les personnages nous amènent, je trouve, nous conduisent à des endroits de nous, peut-être qu'on n'avait pas soupçonné ou qu'on n'avait pas imaginé. Mais moi, je suis assez convaincue que les acteurs jouent des rôles qui sont quand même très liés à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont en eux. Je pense pas qu'on puisse tout jouer. Et c'est Emmanuelle Devos qui m'avait dit ça, qui est une actrice avec qui j'ai joué au théâtre, et une amie. Et elle m'avait dit, tu verras, en fait, les rôles qu'on te propose, souvent, tu te rendras compte qu'ils ont un lien avec le moment de ta vie. Alors parfois, on s'en rend compte après. Là, typiquement, dans le cas du film de mon frère, j'ai aucune idée. Oui, pourquoi ce rôle-là ça peut se aujourd'hui. réaliser après. C'est Ouais. peut-être prémonitoire, finalement. On un rôle qu'on comprend vous que donne. oui, c'est un espace qu'on découvre de soi. C'est franchement passionnant. Et qu'est-ce que vous attendez des réalisateurs? Là, on parle des acteurs qui vous côtoient. On imagine que vous apprenez bien sûr de Fabrice Lucchini, vous apprenez d'Isabelle Huppert, et c'est tout à fait normal. Mais de ces réalisateurs qui vous ont dirigé, Ah là là, qu'est-ce que j'attends. enfin, déjà, est-ce que vous vous laissez diriger ou Ah, je me laisse complètement diriger. Je pense que je suis vraiment, à partir du moment où je fais vraiment des choix, c'est-à-dire que parfois je dis non, mais à partir du moment où j'ai dit oui, je pense que je suis vraiment une actrice très disponible et assez ouverte à des méthodes différentes. Et il y a un espèce de langage commun qui s'invente, qui se crée à l'occasion du film, qui diffère selon les histoires, selon les scénarios et selon les désirs de ce metteur en scène. Enfin, je dirais que la précision d'un regard, ça se passe de mots, quoi. C'est pas forcément... j'attends pas forcément qu'on me parle beaucoup, mais sentir qu'on est bien pris en charge par quelqu'un, par son regard. Et je vois François Ozon, là, par exemple, lui, c'est quelqu'un qui est... oui, très attentif? qui a des lasers dans les yeux. Au théâtre, il y a eu plusieurs expériences. Vous avez joué du Victor Hugo, de Lars Noren, sous la direction, on le disait, de Christophe Honoré ou de Martial Di Fonzobo. C'est un autre plaisir, ça, le théâtre. Ça, c'est vraiment quelque chose de renouvelé chaque soir. La peur, le vertige, le trac. Oui, la peur, vraiment, mais délirante, quoi. À chaque fois que j'ai fait du théâtre, je me suis dit, mais pourquoi je me suis foutue dans cette galère, mais quasiment systématiquement. Et pourtant, ce sont des belles expériences. Et oui, et c'est vrai que le plaisir est pas le même. Moi, j'ai un grand plaisir du texte, et parfois au cinéma, c'est un peu frustrant parce que c'est rare qu'on ait des longues tirades, c'est rare que les mots soient vraiment au centre. C'est arrivé typiquement dans le film Alice et le maire de Pariser, j'avais beaucoup de plaisir avec le texte. Bien sûr. Mais souvent, on est quand même très tributaire du découpage et puis après du montage, et donc c'est rare en fait qu'il y ait une vraie place pour que la musicalité soit gérée par les acteurs. Et au théâtre, il y a cet espace-là, ça c'est assez merveilleux. Et il y a l'adrénaline du public. Bien sûr, et donc on imagine que vous referez l'expérience naturellement. J'aimerais bien, ouais. Alors on va écouter, avant de parler bien sûr de La fille au bracelet, la question d'un téléspectateur qui vous est adressé, Anaïs. Anaïs, que feriez-vous dans la peau du sexe opposé? Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un garçon, quoi? Peut-être la même chose, d'ailleurs. Ah oui, je pense Le même métier, non? Je pense que je ferais... Ouais, j'espère que je serais acteur, ce serait chouette. Ou réalisateur comme votre frère, mais enfin, ça Ouais, ne vous empêche pas de l'être, d'ailleurs, comme fille. en tant que femme, ouais, c'est vrai.
Alors, cette fille au bracelet, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente même, accusée d'avoir tué une de ses amies, même sa meilleure amie. Et c'est la jeune fille qu'on voit sur l'affiche. Et elle porte un bracelet électronique jusqu'à son procès. Elle est soupçonnée. Et on va suivre le procès de bout en bout, et vous en êtes le procureur. On va regarder, avant d'en parler, un extrait du film. Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant, type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? C'est bien ça. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise? Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas? La journée, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'elle a eu plein de copains? Je sais qu'elle en a eu, ouais. Non mais vraiment plein. On a tous commencé au lycée, non? Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation? Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme une salope en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Dans ce cas, pourquoi on demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux? Oui. Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge? Je sais pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés? De leurs amours? Jules, c'est quoi ce couteau? Bah, c'est un couteau. Voilà, que savons-nous des adolescents de 16 ans? Ce film, c'est bien sûr l'autopsie clinique d'un procès, on va en parler. Mais est-ce que j'ai raison de dire que c'est d'abord la description d'une jeunesse, de ses mœurs, que l'on peut découvrir quand on est parent? Oui, exactement. Je crois vraiment que mon frère a utilisé ce procès pour parler avant tout de la famille et des rapports, effectivement, entre les parents et leurs enfants, le mystère que contient cet âge, l'adolescence, et effectivement les décalages entre les générations. On voit bien que Roch Dizem et Chiara Mastroianni, qui sont les deux parents, découvrent absolument et les pratiques sentimentales, les pratiques sexuelles de cette jeune fille, qui est une adolescente. Oui, c'est vraiment un portrait que je trouve très juste de la jeunesse d'aujourd'hui et qui, déjà par rapport à ma génération, a des nouvelles pratiques et déjà un mystère encore nouveau pour moi. Et c'est vrai qu'il y a ces réseaux sociaux, et il y a la liberté sexuelle et une grande maturité, une grande maturité, et ça crée de l'effroi, en fait. Et ce qui est beau dans le film, je trouve, c'est que ces choses très intimes jaillissent au moment du procès, et donc ça a un effet... c'est très foudroyant, en fait, pour le père qui assiste, lui, au procès. La mère est assez absente, mais le père, il assiste à tout, et il découvre une jeune femme, sa fille... par cette parole, évidemment, qui a aussi des mystères, puisque cette jeune héroïne, Lise, elle observe beaucoup de silence. Et donc, on ne sait pas, finalement, puisqu'elle choisit souvent de se taire face à vos questions, face aux questions même de son avocate à elle. Elle restera tout au long du film un mystère, cette jeune fille. Oui. Ça, j'adore cet aspect-là du film, parce qu'on a montré le film devant des avocats, à la Maison du Barreau, dans une salle d'avocats, de magistrats, et on était assez intimidés de le montrer à des gens si renseignés, et ils nous ont tous dit que le film était vraiment très juste sur sa peinture du monde judiciaire et de ce qui se passe dans un tribunal. Et il parlait notamment de cet accusé en disant, dans les films, souvent, les accusés ont des comportements un peu caricaturaux, en fait, et ils crient dans tous les sens « je suis innocent », alors qu'en fait, dans la vie, souvent, ils ont un comportement comme ça beaucoup plus mystérieux. Et cette jeune femme, elle est à des moments très opaques, à des moments elle s'ouvre, et donc il a fallu qu'il cherche il a cherché un nouveau visage. C'est une jeune actrice, Mélissa Gers, formidable, qu'on n'a jamais vue à l'écran, et c'est quand même toujours un plaisir, je trouve, de découvrir un nouveau visage. Et elle contient un mystère incroyable, et elle a des silences habités, remplis. Et donc, effectivement, on a envie de savoir qui elle est, et c'est très difficile, elle est comme insondable. Des silences dans celui où la parole doit régner, puisqu'on est dans cette salle d'audience. Vous en êtes donc la procureure ou l'avocate générale. Alors évidemment, on pourrait trouver étrange de donner ce rôle-là
à une jeune actrice, à une jeune femme. Or, on le découvre un peu grâce au film d'ailleurs, statistiquement, ces procureurs-là ce sont des postes occupés par des femmes jeunes. Voilà, très souvent. C'était ma crainte au départ, et c'est pour ça que j'ai demandé à mon frère tout de suite est-ce que j'étais crédible dans ce rôle-là. Et lui, en fait, au départ, il l'avait pensé pour un homme de 60 ans. Et c'est en allant au tribunal, assister à des audiences, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes. Et c'est là qu'il a pensé à moi. Et c'est un rôle que j'ai adoré jouer parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, le grand plaisir de la parole, beaucoup de textes, un texte presque technique qui crée une musique très étrange, très spécifique aux tribunaux, quoi. Une musique qui n'est pas du théâtre, qui n'est pas du naturalisme, qui n'est pas, la parole de la vie. Et ça, c'était vraiment un travail passionnant. Est-ce que votre jeune âge vous oblige, même dans le cadre du rôle, bien sûr, à être d'autant plus sévère? Complètement. C'est ça qui était marrant dans ce rôle aussi, c'est que c'est un rôle qui ne crée pas d'empathie tout de suite avec le spectateur, parce que le spectateur est normalement plus en empathie avec l'accusé, et que mon rôle, c'est de porter l'accusation, et donc de prouver sa culpabilité. Et je trouve que mon personnage le fait avec excès, avec parfois même des débordements. Et moi, je me suis racontée, parce que quand on joue un personnage antipathique ou compliqué à cerner, je trouve que le plus important, c'est, pour l'acteur en tout cas, c'est de comprendre. Et je me suis dit, c'est une jeune femme qui a besoin, pour asseoir son autorité, face à l'avocate de la défense, qui est plus âgée, qui a l'air d'avoir de l'expérience et tout, pour asseoir son autorité, elle en fait trop, enfin, elle en fait beaucoup. Et comme elle pourrait le faire, bien sûr, dans la vie, si c'était une jeune femme procureur. Exactement. Et souvent, certaines femmes qui occupent des postes occupés d'habitude par des hommes ont cette chose-là, presque ce besoin de compenser quelque chose, et donc elles deviennent plus royalistes que le roi, quoi. Voilà. Et vous travaillez bien sûr avec votre frère. J'ai cru comprendre que les toutes premières expériences avec lui, c'était un tout petit peu, enfin en tout cas de votre part, un peu plus chaud. Oui, on avait fait un court-métrage et je n'avais pas gardé un super souvenir. Là, vous étiez plus là, tranquille. Là, c'était génial, vraiment génial. C'est Stéphane de Moustier qui vous dirige. Alors, notre actualité culturelle, chère Anaïs, nous emmène à parler de mode, car les défilés, vous le savez, de haute couture sont achevés il y a quelques jours, quelques semaines. On aperçoit ici Maria Grazia Chiuri, qui est la créatrice de Dior. C'est une femme très engagée, qui est très féministe aussi, parce qu'elle défend, la parole des femmes et l'image de la femme dans ses créations. Et nous l'avons suivie au travail dans ses ateliers. C'est Guillaume Lechat qui nous emmène dans les coulisses de Dior. Avec son maquillage iconique et sa sobriété, Maria Grazia Chiuri a conquis la maison haute couture Dior. En 2016, elle succède à John Galliano, Yves Saint Laurent, Raf Simons et devient la première femme à la tête des collections féminines de la maison haute couture. J'étais surprise. Tout le monde s'étonne que je sois la première femme designer chez Dior. Moi, je ne me suis jamais posé la question de ma place en tant que femme. Je suis avant tout une designer. Née à Rome en 1964, cette fille de couturière a toujours baigné dans cet univers. Elle intègre la maison Valentino en 1999. Son arrivée dans la maison parisienne en 2016 signe le début d'une nouvelle ère entre minimalisme et revendications féministes. On a fait croire aux femmes que pour être accomplie, il fallait être une mère. Et donc, d'une certaine manière, qu'il était impossible d'être une femme et une artiste ou une designer. Ces revendications sont justement au cœur de la nouvelle collection haute couture inspirée par l'artiste américaine féministe Judy Chicago. Ce qu'on a fait pour ce défilé avec Judy Chicago, c'est de dire à la jeune génération qu'il est possible d'être à la fois une femme, une artiste et une directrice artistique. Dans les ateliers Avenue Montaigne, la centaine de petites mains s'activent pour donner forme aux robes dessinées par Maria Grazia Chiuri. Ça se passe bien ? Faites attention de bien travailler les coutures en forme. Sous le regard exigeant de Florence Chéhay, première d'atelier depuis 16 ans, chaque robe nécessite plusieurs heures de travail. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus parce que c'est un croquis qu'on a eu vendredi soir. Donc 8 jours avant la collection. Il y a entre 250 et 300 heures de travail. Direction le musée Rodin à Paris, en coulisses, Florence Chéhay réalise les ultimes retouches pour ce défilé exceptionnel. On a quand même une adrénaline qui est là parce qu'on ne sait jamais, une robe qui craque, un petit truc qui va plus. Féminine et puissante, l'artiste Judy Chicago a créé cette installation résolument féministe pour accueillir les mannequins en tenue de guerrière divine, inspirée par la figure d'Athéna.
Il ne faut pas oublier que la mode est indissociable du corps de la femme. Et je pense que le mouvement féministe commence à refléter cette tendance. C'est très inspirant pour moi. Maria Grazia Chiuri sublime les codes de Dior et les épis de blé dorés au cœur de cette nouvelle collection nous rappellent encore une fois la puissance créatrice des femmes. Ben oui, la puissance créatrice des femmes, bien sûr, ça j'imagine que vous êtes d'accord, Anaïs de Moustier. Ah oui, je suis d'accord, mais j'admire beaucoup cette femme. J'ai déjà été à quelques défilés au musée Rodin aussi, oui. Et à chaque fois, c'est vrai que je suis subjuguée par la beauté de ce qu'elle fait. Et il y a effectivement un mélange de grande féminité, vraiment, et de poésie, et en même temps de force dans ses collections, et je trouve ça vraiment très, très beau. Sa simplicité, c'est vraiment sa force. Alors, l'autre actualité culturelle, évidemment. Voilà, on aperçoit encore des modèles de Dior de cette année de la collection haute couture. Maintenant, c'est un coup de projecteur alors, sur une grande artiste que vous admirez beaucoup. Et d'ailleurs, je comprends parfaitement, je le partage. On était d'ailleurs ensemble à certains de ses spectacles. C'est une artiste lyrique. Et on l'a vue récemment dans la Traviata, mise en scène de Simon Stone, formidable. Et là, on l'attend dans Manon. Il va falloir aller la voir, Anaïs de Moustier, à la Bastille. Ah, 29 février, c'est bientôt. Bien sûr, c'est demain. C'est Pretty Yende, sud-africaine. On en parle, c'est le choix de la rédaction. Eh oui. Et à découvrir aujourd'hui à l'Opéra Bastille, la soprano sud-africaine Pretty Yende. Après avoir interprété les plus beaux rôles comme Pamina dans La Flûte enchantée, Suzanne dans Les Noces de Figaro ou il y a quelques semaines Violetta dans La Traviata, elle revient avec le rôle de Manon. Accompagné de Benjamin Bernheim et Ludovic Tézier dans cet opéra en 5 actes de Jules Massenet, d'après le roman de l'Abbé Prévost. Pretty Yende est la soprano à suivre. Vous y allez. Alors voilà, il faut aller voir Pretty Yende, on y sera. Avant de refermer ce magazine, il nous faut demander à notre invité, c'est vous Anaïs, votre œuvre d'art, enfin quelque chose qui a compté pour vous dans votre vie. Je ne sais pas si ça a provoqué un basculement ou une révélation. Vous avez choisi Barbara. Oui. Pourquoi? Parce que... en fait, je l'ai découverte justement sur le film d'Anneke. Ah oui. C'était donc un moment, je pense, où j'étais en pleine révélation artistique. Enfin, je sais pas, j'étais très jeune et j'étais très perméable à tout. Et l'ingénieur du son du film, puisqu'on tournait à Vienne, m'avait dit, tu vas voir, je vais te faire écouter une chanson d'une femme qui parle de la ville dans laquelle on tourne. Il m'a fait écouter Vienne de Barbara et ça a été, je sais pas, un vrai choc. Depuis, j'ai toujours aimé la chanson. Et elle en particulier... j'ai l'impression qu'elle arrive à dire avec les mots les plus grands sentiments, les plus grandes tristesses, les plus grandes peines. Et à la fois sur les histoires d'amour, sur l'enfance, sur sa mère, enfin voilà. Une immense artiste, ouais. C'est vrai. Morte en 1997. Merci infiniment Anaïs de Moustier d'être venue nous voir. La fille au bracelet, donc de Stéphane de Moustier. Et on peut aller vous y voir aux côtés de Roche Dizem et de Chiara Mastroianni. Merci infiniment. Merci. On peut revoir cette émission ce soir et demain à 13h. Et demain, pour un nouveau numéro de Passage des Arts, je reçois Barthabas. À demain.